Bienvenue dans Explorer. Aujourd'hui, on voit les différentes informations qui sont parues depuis la nuit dernière. On commence par l'interview de Jacques Vallée et de Paola Leopizzi Harris par Jimmy Church pour Fade to Black Radio. L'interview porte sur la publication le 1er juin de leur prochain livre, The Best Kept Secret, concernant un crash d'OVNI et une récupération d'épave par le gouvernement américain quelques jours après l'explosion de la première bombe nucléaire. Jacques Vallée considère que tout le bruit qu'on entend sur le fait que le livre a été décalé montre que le public est intéressé. Pendant longtemps, on l'a accusé de ne pas faire attention au crash d'OVNI et des débris qui avaient pu être retrouvés. Et c'est assez vrai, il le reconnaît, il menait cette recherche assez discrètement. Il y a quelques années, avec quelques amis, il a commencé à aller creuser au Nouveau-Mexique à la recherche de débris. Il a contribué au travail en fournissant les outils d'analyse de la Silicon Valley qu'il avait à disposition. Il a découvert ce cas, et c'était le cas sur lequel Paola a travaillé aussi, donc ils ont joint leurs forces. Il y a eu plusieurs émissions de radio où il est apparu pour parler du film qu'il a en partie monté et dans lequel il est intervenu, de The Phenomenon, par James Fox. Et dans ces interviews, ils ont annoncé le livre, alors que quelques temps plus tard, un nouveau témoin est apparu. Ils ont donc décalé le livre pour pouvoir rajouter ce témoin et modifier complètement. Donc vous pouvez trouver sur la chaîne un bilan des interviews qu'il a données à ce moment-là, dans lequel il parle de ce livre. Maintenant, ils ont 3 témoins concernant ce crash. Ils ont donc recomposé le livre et fait des ajouts avec une bibliographie et un index pour que le livre puisse servir aussi de ressource de recherche par la suite. Paola rajoute que c'était un travail long de 4 ans, et que tout était fini et que d'un coup, le dernier témoin s'est révélé. Il s'agit de Sabrina, et que du coup, ils ont dû tout réajuster ensuite. Les témoins étaient des enfants à l'époque, ils avaient moins de 7 ans. Ils l'ont découvert en parlant à José, en apprenant que sa cousine Sabrina avait aussi vu le crash. Ils sont donc allés la voir, et ces témoins avaient une excellente mémoire. Elle-même a découvert le cas en Italie en 2005, et quand elle est revenue aux États-Unis, au même moment, elle a eu un appel d'un pilote qui avait volé au-dessus de la scène de crash et qui a pu l'introduire à un des témoins, et celui-ci à l'autre témoin. Elle a essayé de montrer ce cas à d'autres chercheurs, et ce cas date du mois de la première bombe nucléaire et a des artefacts et des débris. Ils ont décidé très tôt de protéger les témoins. Elle précise qu'elle n'a fait que les interviews du livre et que tout le reste a été fait par Jacques Vallée. Vallée dit que ce n'est qu'un début, le secret existe, le gouvernement a récupéré l'épave sur un camion et personne ne l'a jamais revu ou entendu parler. Cependant, eux ont accès aux témoins. Et ces témoins ont gardé le secret pendant plus de 65 ans. Et c'était une époque où les ovnis n'existaient pas dans la culture. Et cet engin s'est crashé 2 jours après la capitulation du Japon. Pour écrire ce livre, il a donc mené une recherche de fond sur la culture du Nouveau-Mexique. Il l'a visité en premier temps quand il avait commencé ses recherches en ufologie avec Alan Hynek. Les gens qui vivaient ici étaient des scientifiques et il était important de placer le témoignage dans la culture de l'époque. Il y avait 2 témoins sur le site avant que l'engin ne se crache et ils connaissaient le terrain parfaitement. Les enfants de cette époque savaient conduire, mener le bétail, travailler la terre et ils étaient là ce jour-là parce qu'un veau devait naître. Ensuite, après le crash, ils ont été là tous les jours à part un. Ils sont revenus un jour avec leur père et un officiel. Et eux sont rentrés dans l'engin. Et ce qu'ils décrivent de l'engin est fascinant. Ils ont été capables de récupérer des morceaux de l'engin que Paola et Jacques ont pu étudier en laboratoire. Ils ont pu parler avec Padilla, qui est un des témoins, et Paola avait un enregistrement de l'autre témoin qui est mort. C'est un autre champ de débris que celui qui a déjà été exploré auparavant par d'autres enquêteurs. Mais Paola veut d'abord insister sur l'intérêt de la collaboration avec Jacques Vallée, et elle pense que cette collaboration est rare dans le champ. Et c'est le fait de faire équipe qui a fait que sa recherche a beaucoup gagné en qualité, et elle remercie profondément Jacques pour cela. Elle pense qu'ils ont vraiment créé quelque chose. Mais cela ne se contente pas du crash et des enfants, il raconte aussi l'effet de la bombe atomique sur la ville voisine. Ce n'est pas un crash isolé, c'est un crash à un moment important, et qui pourrait porter un message pour nous. Church pose la question du débris retrouvé, qui est dit provenir d'un moulin à vent. Ils ont acheté ce débris et ils l'ont comparé à tous les moulins avant et cela n'a rien à voir. Et c'était un objet à l'intérieur de l'engin. Jacques Vallée remercie les témoins qui ont protégé l'artefact et qui a été examiné par d'autres. C'est un type de chevron en un type d'aluminium résistant. Raconter l'histoire de la récupération de l'engin mériterait un livre en soi. Les dimensions ont été mesurées par les enfants. Le poids était de 4 à 6 tonnes car les militaires ont dû le ramener avec une grue et utiliser un camion de charge. Il était composé d'un alliage qui a été fait par l'homme
un type d'aluminium, et s'était attaché dans l'engin à quelque chose qui semblait pouvoir générer de l'énergie. Il faut savoir de plus que l'OVNI était énergisé en s'écrasant. Cependant, l'objet ressemble à n'importe quelle partie mécanique servant à transmettre une force. Mais cela n'a aucune marque de fabrique. Il y a des trous qui correspondent au système métrique. Donc, d'où cela vient-il ? Car l'armée américaine n'utilisait pas le système métrique. Ce n'est qu'un élément de plusieurs débris qui semblent de plus avoir les mêmes qualités. Il y avait des débris ressemblant à des fibres optiques que les témoins ont utilisées pour décorer le sapin de Noël et les fenêtres, et ça a été repris par les voisins pour faire la même chose. Alors personnellement, je trouve très poétique que la première chose qui est fait des êtres humains en découvrant un ovni sur un site de crash, ça a été de récupérer des éléments pour faire des décorations de Noël. Je sais pas, je trouve ça super joli. Eux ont cherché bien sûr à mettre la main sur ces décorations 70 ans après, mais ils n'ont rien trouvé. De plus, selon Jacques Vallée, l'Air Force a déjà répandu des faux débris sur des sites de crash pour dissimuler les vrais débris. Les fibres avaient un effet biologique sur ceux qui les touchaient, ce qui veut dire qu'ils avaient encore une forme d'énergie à l'intérieur. Le père de José a appelé un policier et ils y sont retournés avec les enfants et les deux adultes sont rentrés dans l'objet. Celui-ci avait heurté une tour de communication et cela avait endommagé un panneau de l'engin d'où étaient sorties les fibres optiques. C'était avant que l'armée n'arrive. Concernant la présence de corps, les enfants étaient effrayés à cause des dégâts sur le terrain. Il y avait quelques feux et de la fumée et ils se sont rapprochés à quelques dizaines de mètres. Il y avait un trou où le panneau avait été éjecté. Dans ce trou, ils ont vu 3 êtres. Après une grande analyse des témoignages, parfois ils disent que ce sont des hommes, des fois ce sont des créatures, et selon M. Padilla, ils étaient hauts de 3 pieds, il y a à peu près 1 mètre. Paola a dit qu'ils étaient vivants et ils faisaient des bruits aigus qui ont donné à penser qu'ils étaient blessés. Ils sont restés à se regarder pendant plus d'1 heure. Dans sa tête, le témoin a vu une image de personnes sautant d'un gratte-ciel. Ils ont aussi un film de ces témoignages. Les adultes n'ont pas vu les créatures. Quand ils sont venus, ils étaient partis. Et quand plusieurs jours plus tard l'armée est venue, elle n'a apparemment pas récupéré de corps. Jacques Vallée prévient qu'il y a un caractère psychique au cas, car le sens du temps des témoins a été déformé et ils ont vu des images dans leur tête. Ils ressentaient aussi leurs émotions de détresse. Ils ne bougeaient pas en marchant, mais semblaient glisser dans l'air par l'ouverture. Il y avait un pilote de l'armée qui venait voir ce qui s'était passé à la tour de communication. Cela vient du témoignage du fils du pilote, avec une trace documentaire. Il pense que s'il y a une trace documentaire du crash, elle serait probablement entre les mains de l'ancêtre du département de l'énergie, et c'était probablement une réaction à l'explosion de la bombe nucléaire. L'engin ressemblait à une forme d'avocat, en quelque sorte une réponse aux engins qu'Oppenheimer était en train de fabriquer, les bombes nucléaires. Il faisait entre 20 et 30 pieds de long, à l'intérieur le sol était plat et le plafond était à 13 pieds au-dessus des témoins. Mais en dessous du plancher, il y avait encore un espace de 3 pieds. En dessous, il n'y avait ni tuyère ni ouverture. Donc la machinerie de l'engin se serait trouvée à cet endroit-là. Il y avait un dôme de verre sur l'arrière de l'engin et des structures en dessous. Il n'y avait pas de disque à l'époque. Les créatures avaient une grande tête, de longs bras, 4 doigts, et ils ressemblent aux cas qui suivront plus tard. Le cas est très similaire à celui de Valençol en France et de Socorov aux États-Unis, qui est 10 km plus loin. L'engin était gris foncé et ne portait pas de symbole. Dans le cas de Zamora, l'objet était de 8 tonnes, celui de San Antonio 5 tonnes, et à Valençol, l'objet était plus petit. Le livre devrait être prêt pour le 1er juin et sera disponible sur Amazon. Quoi que ce soit qui guide cet objet, la question est pourquoi est-ce qu'il s'est écrasé ? Est-ce un cadeau ou un message à 30 km de l'explosion de la première bombe nucléaire ? Certains scientifiques ont abandonné la science après avoir créé la bombe par découragement, car c'était la pire chose à faire. Concernant la mise au secret, un seul type va au président des États-Unis. Les secrets étrangers et les secrets nucléaires ne sont pas transmis au président. Et le mémo venait du département de l'énergie. Donc l'engin est pour eux conservé là-bas. Les gens de Bass, d'Aswap et des types n'y auraient eu jamais accès. Les enfants ont d'abord commencé à voir une grande tempête en observant le bétail. Une fois la tempête passée, l'objet s'est à moitié écrasé dans le sol. Il était encore en vol, mais s'est planté dans le sol, mettant le feu à la végétation à proximité. Les enfants pensaient qu'il s'agissait d'un avion s'étant crashé et du coup ils voulaient aider les rescapés. Ils n'ont pas entendu de son venant de l'engin. Il n'y avait pas de pare-brise ni de fenêtre, à part le petit dôme à l'arrière. À l'intérieur, il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait rien mis à part les murs, ni meubles. Cela pourrait avoir été enlevé par l'armée. Cependant, il n'y avait aucune trace d'attache pour ces objets. Les murs étaient lisses, il n'y avait pas d'antenne,
Et l'artefact a été donné à une université pour étude par d'autres scientifiques. Concernant l'origine de l'engin, Jacques est certain qu'il n'est pas humain. Et l'engin a été récupéré par l'armée comme si c'était un objet extrêmement précieux. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une origine extraterrestre. Cela a été l'erreur qui a été commise depuis 70 ans. Cela pourrait être quelque chose de complètement différent, où les créatures à l'intérieur pourraient être jetables. Donc cette dernière partie est intéressante parce qu'elle revient sur l'hypothèse de Christopher Mellon. Ce qui me pose aussi question, c'est que Christopher Mellon, dans ses interviews, a dit que pour lui, il ne pouvait pas se prononcer sur le fait qu'il y ait d'engins récupérés, mais qu'il y avait certainement des débris. Donc là, on a la preuve qu'il y a un débris qui a été récupéré. Mais du coup, ça voudrait dire que Christopher Mellon a une définition extrêmement restreinte de ce qui est la preuve qu'un ovni a été récupéré, puisque comme il a commenté le livre, ça veut dire qu'il l'a lu en avance sur les autres. Donc il y a peut-être quelque chose à lui poser si quelqu'un a l'occasion de lui poser la question. Donc il y a plusieurs interviews que Jacques Vallée va donner concernant son livre, donc je mettrai pareil au fur et à mesure des mises à jour sur la chaîne. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait le lien très exactement avec l'article du New York Times qui vient d'être paru par Ezra Klein, qui est un des très grands auteurs du New York Times et qui jusqu'ici ne s'était jamais exprimé sur le sujet des ovnis, alors que le New York Times a été l'organe de presse en 2017 qui a poussé la levée du secret. Après avoir brisé le silence sur le sujet il y a 3 ans, suite aux révélations de Mellon et Elizondo, Ezra Klein revient sur le sujet en s'étonnant que la levée du secret se déroule sans que le monde ne s'en fasse. Après avoir rappelé les articles du New York Times, il parle de l'article du New Yorker, dont vous avez un résumé sur la chaîne, montrant l'action sans répit du sénateur Reid pour pousser ce sujet sur la scène nationale. Il parle du rapport de l'UAPTF, qui doit produire un bilan de la recherche sur le sujet, puis sur la déclaration de Ratcliffe, ancien directeur du renseignement national, et de O'Brien, l'ancien directeur de la CIA. Il parle ensuite du vrai enjeu du débat, qui est la place de l'homme dans l'univers, et propose l'exercice d'imagination suivant. Un engin extraterrestre se crache dans l'Oregon, mais sans vie à bord. Ce n'est qu'un drone extraterrestre. En quoi la révélation que l'homme n'est pas seul changerait la face du monde. Il postule que le résultat serait un effondrement de la confiance du public. Après des décennies de discrétion forcée sur les observations d'OVNI et les théories du complot, les gouvernements seraient vus comme ayant caché une vérité importante au public. De plus, selon Ezra, si cette barrière se levait, qui pourrait encore dire que d'autres choses n'existent pas? Sûrement pas les scientifiques, qui ont écarté ce sujet en rigolant, ou les gouvernements qui seraient vus comme des menteurs. Ezra Klein cite ensuite Alexander Wendt, un professeur de sécurité internationale, considérer que si le gouvernement n'a rien dit, c'est parce qu'ils essayent de couvrir leur ignorance par le couvert du secret, alors que cela poussera les gens à penser qu'on leur a menti. La question, alors, serait de savoir qui pourrait donner du sens à cet événement. Pour Diana Pasulka, dont vous avez aussi une traduction sur la chaîne, ce serait l'occasion de créer une nouvelle narration de l'histoire. Si le contact se trouvait être hostile, les budgets militaires augmenteraient tout autour du monde. S'il était pacifique, il pourrait pousser à une exploration de l'espace, ou au moins la mise en place d'un système de communication interstellaire. Cependant, Ezra Klein considère, étant donné la réaction des Américains pendant la pandémie, que beaucoup écarteraient le sujet, mais qu'une autre grande part dirait simplement que c'est évident, en rappelant que considérer que l'homme est le seul dans l'univers est un concept très récent. Pendant l'immense majorité de l'histoire, il s'est vu comme un être parmi d'autres. Contrairement à ce que beaucoup de commentateurs pensent, il est peu probable pour lui que le fait qu'il y ait la preuve d'une vie extraterrestre et des débris unifie le monde. De qui que vienne l'annonce, toutes les autres puissances la mettront en doute, et très probablement une grande part de ses propres citoyens, comme c'est le cas pour le réchauffement climatique par exemple. Il considère ensuite qu'un contact par la réception d'un signal serait moins risqué que par la récupération d'un engin extraterrestre. Il cite ensuite Agnès Callard, disant qu'elle souhaiterait que l'humanité, prenant conscience qu'elle est observée, montre qu'elle peut être le meilleur exemple de vie intelligente possible. Il conclut son article en s'étonnant que l'humain cherche en permanence à trouver des intelligences non humaines, alors qu'il passe son temps à massacrer des espèces animales conscientes. Ça c'est intéressant parce que ça reprend la thèse d'O'Brien, qui est la toute première traduction que je vous avais proposée sur la chaîne. Alors, cet article en soi porte assez peu d'informations en tant que tel, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est sa place dans le mécanisme de la levée du secret. Ezra Klein est un grand auteur du New York Times qui déclare dans l'article qu'il a eu une passion très tôt pour le sujet et qu'il adore les mystères, mais qu'il n'avait jamais osé en parler avant. Et là,
Il a réussi dans son article à citer une demi-douzaine de personnes référentes et qui sont de premier plan et qui acceptent de parler ouvertement des ovnis. Donc quand on parlait les derniers épisodes de la levée du stigma, c'est littéralement ça qui est en train de se passer. Et c'est en train de dépasser très très vite ce que les gouvernements ont organisé tout autour. Le fait que Diana Pasulka parle de la narration est aussi une très bonne analyse. On est, comme on a parlé dans l'épisode précédent, devant une position où, pour que le gouvernement américain avance sur le sujet, on le présente comme une menace, alors que les cas de conflit avec sont minoritaires, et que s'il voulait attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Alors sur OVNI Paris, vous avez une intervention de Jean Librero qui vous présente le crash du Cap Girardeau. Vous avez le lien dans la description. Cap Girardeau est une ville le long du fleuve du Mississippi. Ça a été enquêté par Friedman et Stringfield. C'est un cas de récupération d'ovnis et de corps non humains datant de 1941. Tim Macmillan, journaliste du débrief, a été interrogé par Max Moskowitz sur l'inspection générale du département de la Défense. Selon Macmillan, l'inspection générale du département de la Défense est un organisme extrêmement puissant et sérieux et ils vont tout examiner concernant le sujet des ovnis dans le Pentagone. Cela pourrait durer des années. L'inspection générale pourrait interviewer des centaines de personnes étant donné que des mensonges ont été dits à des journalistes. Ils pensent que les gens n'aiment pas l'inconnu et c'est pour ça qu'on avance lentement sur le sujet, surtout au niveau scientifique où tout est basé sur la réputation. Alors dans les mêmes heures, on a les Britanniques qui viennent de lancer une pétition en ligne auprès de leur gouvernement et qui a été validée par les services administratifs demandant l'accès aux informations sur les ovnis. Concernant le département de l'énergie dont on parlait dans l'interview avec Jacques Vallée, après avoir rappelé qu'une partie considérable du budget de la défense va vers des projets à accès secret, le département de l'énergie comme étant encore au-delà de cette norme en rappelant que ses racines remontent à la loi sur l'énergie atomique de 1946. Le but était de maintenir la puissance nucléaire des États-Unis sous le joug des civils et non des militaires, non seulement au niveau des armes, mais aussi des outils industriels. Alors c'est à moitié viré aujourd'hui puisque les plus hautes autorités à l'intérieur du département de l'énergie viennent du renseignement ou de l'armée. Elle dispose aussi sous sa forme moderne de son propre organisme de renseignement et de contre-renseignement et de sa propre force d'intervention, le NNSA, doté d'un budget de 26 milliards de dollars. Elle dispose aussi de sa propre zone de test au Nevada où des centaines d'explosions nucléaires ont été déclenchées. Le département de l'énergie est contrôlé par sa propre inspection générale et conseillé par la Commission indépendante de régulation de l'énergie et un conseil de surveillance pour les zones du Nevada. Cependant, quasiment aucun de ces organes n'a de réelle autorité sur le département de l'énergie. Le département de l'énergie dispose aussi d'un budget de 5,9 milliards de dollars pour la recherche scientifique dans le but d'étendre la compréhension de la nature et améliorer les capacités d'énergie, d'économie et la sécurité intérieure des États-Unis. Cela concerne la propulsion, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques, les prochaines générations de communication, des drones, entre autres. Quand vous cumulez tout ça en même temps et que vous reprenez les objets dont on parlait dans les interviews précédentes, vous devriez trouver un lien. En 2020, le département de l'énergie a créé un plan de développement, de découverte de la science des plasmas et de l'énergie de fusion. Dans une enquête publiée en 1994 de 2 millions de pages par l'administration Clinton, il a été montré que le département de l'énergie a soumis des orphelins, des patients hospitalisés et des handicapés à des éléments radioactifs pour étudier leur effet sur le corps humain. Enfin, Luis Elizondo a donné une interview très intéressante pour John Wentz dans Inverse. Pour lui, il ne reste que quelques personnes isolées au département de la défense qui continuent à bloquer les informations car ils sont acculés aux mensonges qu'ils ont propagés. Plus loin, il précise que derrière le rideau, il y a de très nombreux journalistes travaillant discrètement avec des requêtes FOIA pour accéder à de précieuses données sur ces objets. Concernant la vieille garde du Pentagone, qui craint un changement de paradigme, celle-ci est en train de disparaître petit à petit. Et il pense que la jeune génération est parfaitement équipée avec l'énergie et la ténacité d'explorer non seulement l'espace au-delà de l'atmosphère, mais aussi l'espace intérieur et l'espace entre les deux. Alors quand on connaît le soin qu'Elizondo prend à prononcer ces termes, cette citation, il faut la réécouter quelques fois et elle est très intéressante. Concernant l'origine des ovnis et la raison pour laquelle ils approchent des installations nucléaires, il dit que les réponses à ces questions sont bloquées et verrouillées. L'hebdomadaire La Croix vous propose aussi aujourd'hui un article de fond sur les ovnis. Donc là, comme le contenu est en français, je vous en ferai pas le résumé. Alors normalement, il y a encore des grosses informations qui doivent sortir aujourd'hui. Donc si ça vaut la peine, je vous ferai un épisode pendant la nuit, même si ça commence sérieusement à décaper le niveau d'énergie. Au prochain épisode.